Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire qui se déroule dans le cadre du projet Internationalisation de l'Université Rennes 2, où je suis enseignant-chercheur au sein du département de portugais et de l'équipe de recherche ERI. Et ce projet, donc, qui propose aux étudiants et aux collègues de cette université et de notre partenaire, l'Université fédérale Fluminense, à Niterói, Rio de Janeiro, une série de séminaires et la littérature brésilienne en perspective, dialogue avec les littéraires caribéennes, nord-américaines et sud-américaines. L'objectif de ces rencontres est de proposer une réflexion autour du dialogue de l'articulation existante entre la littérature brésilienne contemporaine, la littérature caribéenne, nord-américaine et sud-américaine. La première rencontre a roulé le 29 novembre dernier. La collègue Stefane Carelli a présenté en portugais intitulé O Conto Brasileiro em 3 Momentos, andando na cidade. La semaine dernière, c'est Lívia Reis qui a présenté le séminaire en Esto Tradición Ensayística Latinoamericana de los siglos XX. Aujourd'hui, pour donner suite à ces rencontres, nous recevons la collègue Eurídice Figueiredo, que je remercie au passage d'avoir accepté notre invitation. Et Eurídice Figueiredo est enseignant-chercheur de littérature française et littérature de 1983 à l'Université fédérale Fluminense, Niterói, au Brésil. Docteur en langue et littérature française par l'Université fédérale de Rio de Janeiro en 88, professeur à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, l'Institut Oriale de Naples et ici même à l'Université Rennes 2. Elle a publié les livres suivants: A Nebulosa do Autobiográfico, Vidas Escritas, paru aux éditions Zuc en 2002, Por uma Crítica Feminista, Leituras Transversais de Escritas Brasileiras, également chez Zuc en 2020, A Literatura como da ditadura brasileira, publié par Letras en 2007, Mulheres ao Espelho, Autobiografia, Ficção e Autoficção, publié par les éditions de l'Université d'État de Rio de Janeiro e do UERJ en 2013, Representações de Idade, Perspectivas Interamericanas de Literatura e Cultura, paru chez Letras en 2010, ou encore Construções de Identidades Pós-Coloniais, Literatura Antiliana, publié par les presses universitaires de l'Université fédérale Fluminense, UF, en 1998. Eurídice Figueiredo a également publié des articles dans des livres collectifs et dans des revues, la plupart en portugais. Le séminaire qu'elle présente aujourd'hui s'intitule « Dialogue littéraire et culturel entre le Brésil et la Caraïbe francophone » et propose de travailler sur l'éducation dans le contexte diglossique de la Martinique et de la pauvreté et du racisme dans le cas brésilien à partir de 2 romans, En temps d'enfance de Patrick Chamoiseau et Banzo, Mémoire de la favela de Conceição Evaristo. Si je peux me permettre, je pense aussi, Eurídice, que tu présenteras Chemin d'école. C'est en tout cas le texte que tu nous as aussi transmis, donc bon, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, je vais donc te laisser la parole, Eurídice, et te remercier encore une fois beaucoup pour ta participation, ta présence ici et ta collaboration dans ce beau projet. Et on ouvrira ensuite les questions, le débat aux étudiants et aux personnes qui seront en ligne avec nous. Merci, Eurídice. À toi la parole. Merci. Bonjour tout le monde, ceux qui sont à Rennes et ceux qui sont à la maison et qui suivent ce séminaire par YouTube. Donc, je vais présenter Patrick Chamoiseau de la Martinique et Conceição Evaristo du Brésil. Et je commence par présenter un peu la question de la Caraïbe. Quand on parle de la Caraïbe, les essayistes, les philosophes, les anthropologues comme Édouard Glissant, Darcy Ribeiro et d'autres, Benítez Rojo de Cuba, tous ces essayistes montrent que la Caraïbe, en fait, elle est plus que les îles ou que la mer de la Caraïbe ou que cette région. En fait, ils pensent la Caraïbe comme un espace ouvert
qui comprend le sud des États-Unis, la côte de la Colombie, par exemple, le nord-est du Brésil, toute cette région que Glissant appelle l'Afro-Amérique, où il parle aussi de l'Amérique des plantations, c'est-à-dire toute cette région qui a reçu des Africains et du point de vue économique, ces pays qui ont eu le système de plantation, ce qu'on appelle le système des plantations, que ce soit plantation de coton, de café, de canne, enfin, et qui ont utilisé la main-d'œuvre d'esclaves d'origine africaine. Donc, cette région, elle a des caractéristiques communes. Évidemment qu'il y a des différences entre les différents pays, mais il y a des traits communs. Et le trait fondamental est la culture africaine, d'origine africaine, parce qu'en fait, ce sont plusieurs cultures africaines. Il n'y a pas une culture africaine. Ce sont des cultures de différents peuples qui ont été amenés dans cette région et qui ont marqué la culture de ces pays, que ce soit cubain, que ce soit Haïti, le Brésil, le sud des États-Unis. C'est une région qui est marquée par le métissage, et le métissage aussi bien dans le sens biologique, mais surtout le métissage culturel. Dans ces pays, on a des religions d'origine africaine, comme le candomblé au Brésil, le vaudou en Haïti, la santerie à Cuba. La Martinique a moins de religions africaines, c'est-à-dire que ce sont des îles petites, la Martinique, la Guadeloupe française, ce sont des départements d'outre-mer aujourd'hui. Disons que ce sont des îles petites qui ont été bien christianisées, si l'on peut dire, différemment du Brésil, qui est un pays très étendu et qui a eu une possibilité de préserver ses religions. Et Haïti aussi, qui a fait une indépendance assez tôt, au début du 19e siècle. Et Cuba aussi, qui a préservé la santerie. Mais ces régions ont aussi d'autres caractéristiques culturelles communes, comme la musique, outre la religion, la musique, la danse, le carnaval, enfin un tas de caractéristiques qui ont une marque africaine très, très claire. Et dans la langue, au Brésil aussi, on remarque une influence africaine de plusieurs manières. Enfin, ce ne sera pas l'objectif de mon exposé, mais il faut dire qu'il y a aussi une influence linguistique dans la langue portugaise du Brésil. Donc, je voudrais mettre ce cadre pour montrer que ces dialogues, évidemment, je vais présenter un petit exemple dans le cadre de cette intervention, mais en fait, il y aurait beaucoup de possibilités de dialogue entre le Brésil et les pays de la Caraïbe, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe ou Haïti, ou d'autres pays aussi de langue espagnole, comme cubain, etc. Donc, je commence par Patrick Chamoiseau. Bon, une petite information biographique. Patrick Chamoiseau est né à la Martinique en 1953, et Conceição Evaristo est né au Brésil, dans l'état de Minas, en 1946. Donc, on pourra dire que ce sont deux écrivains de la même génération, hein, une petite différence de 7 ans entre l'un et l'autre. Patrick Chamoiseau a commencé à publier plus tôt que Conceição. Conceição, même si elle a écrit très tôt, elle n'a pas eu la possibilité de publier très tôt, au moins pas aussi tôt que Patrick Chamoiseau. Quand j'ai envoyé la proposition à Mireille,
j'ai dit que j'allais travailler en temps d'enfance. En temps d'enfance est le premier volume d'une trilogie de Patrick Chamoiseau qui a reçu le nom seulement au troisième volume. Il a reçu le nom de Une enfance créole parce qu'il a publié en 1990 un livre qui s'appelait En temps d'enfance, sans qu'il fasse mention à l'existence ou à un projet de trilogie. Donc, En temps d'enfance, le premier volume donc, de cette trilogie a été publié d'abord par l'édition Atier, et puis ce livre a été repris par Gallimard en 1993. Et Gallimard a créé une collection qui s'appelle Haute Enfance. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, Gallimard s'est rendu compte qu'il y avait une tendance à publier des récits d'enfance. Et ils ont créé donc cette collection Haute Enfance. Et le livre de Patrick Chamoiseau est entré donc dans cette collection. Le deuxième volume que je vais travailler en fait aujourd'hui, qui s'appelle Chemin d'école, a été publié en 1994, donc 4 ans après le premier volume. Et le troisième volume, que je ne vais pas présenter aujourd'hui, s'appelle À bout d'enfance et raconte un peu l'adolescence de ce personnage qui traverse la trilogie, et ce personnage qui est appelé le Négrillon. Donc, le Négrillon est une figuration de Patrick Chamoiseau lui-même. Donc, il y a ce Négrillon qui va intervenir dans ces 3 volumes, et il y a sa mère, qui est Ninotte, qui va être présente aussi dans ces 3 volumes, et qui va être présente dans d'autres livres, dans d'autres romans ou livres, plutôt des récits que des romans, de l'auteur. Il mentionne rapidement ses frères et sœurs aînés dans ce livre Chemin d'école que je vais présenter, mais sans s'étendre vraiment sur les frères et sœurs. Donc, Chemin d'école est un livre, comme je viens de dire, est un récit d'enfance, et en plus est un récit d'enfance dont l'accent est sur l'éducation, sur l'école. Évidemment, c'est Chemin d'école. Et il est divisé en 2 parties, envie et survie. Dans la première partie, il est encore petit, il ne va pas à l'école, et il a envie d'y aller. Il a envie surtout de sortir de la maison, comme les frères et sœurs aînés. Il voit que les enfants, les grands, ils sortent, et ça a l'air intéressant de sortir, et lui, le cadet, il reste à la maison avec Ninotte. Et il envie donc les aînés, et il embête tellement sa mère que finalement elle le met à la maternelle, une sorte de jardin d'enfants, où il peut commencer à entrer en contact avec une sorte d'école. Mais les frères et sœurs croient que ce n'est pas vraiment l'école, ce n'est que la maternelle. Et la survie, à cette maternelle, la maîtresse est très gentille parce que les enfants sont petits, elle traite les enfants de manière très gentille. Et puis, finalement, la deuxième partie, qui est la survie, il va aller à la vraie école. Et là, il faut survivre, hein, parce que les choses ne sont pas faciles. Il y a beaucoup d'intimidation de la part du maître. D'abord, c'était la maîtresse à la maternelle, ici c'est le maître. Une figure très imposante qui parle français, et le Négrillon, il comprend à peine le français, parce que le français n'est pas la langue de la maison. Il dit que quelquefois, le père, quand il arrive du travail,
le père fonctionnaire, il parle quelquefois des bribes de français, c'est-à-dire un certain français, mais qui ne correspond évidemment pas au français très soigné du maître. Et le maître est très exigeant et il intimide les élèves. Et le négrillon, il est vraiment en panique parce qu'il comprend à peine. Et le passage que je vous ai passé, on voit comment d'un côté, on a le maître avec ce français exagéré. Fanon parlait déjà dans Peau noire, masque blanc, il parlait déjà de cet excès de R, parce que comme dans le créole, on ne prononce pas le R, les gens qui essaient de parler français dans cette région, dans la Martinique, ils ont tendance à redoubler le R. Donc, à chaque fois, vous pouvez remarquer dans le texte qu'il met 3 fois le R, hein, le plaisir, hein, comme si il exagérait dans la prononciation de tous les mots qui ont un R, surtout à la fin. Et lorsque les enfants répondent aux questions du maître, vous avez cette réponse, on pourrait appeler ça le français créolisé. Pour commencer, il ne prononce pas les voyelles françaises correctement. Monsieur, par exemple, il prononce messier. Alors, il n'y a pas le E, monsieur, il ne prononce pas. Et me aussi, cette voyelle qui est difficile, ils ne prononcent pas, ils disent messieurs, messieurs. Hein? Donc, il y a tout un travail phonétique qui est fait par le maître de manière à ce que les élèves qui parlent créole à la maison commencent à prononcer surtout ces voyelles qui sont difficiles pour eux. Hein, le U, par exemple. Hein, ils ne prononcent pas le U, ils prononcent I. Et de l'autre côté, on a le phénomène suivant, c'est que les mots qui sont effectivement écrits avec un I, lorsque les élèves vont prononcer, pensant que le I était incorrect, ils prononcent U au lieu de prononcer I. Donc, toute cette confusion avec les voyelles françaises. Donc, la consonne la plus problématique, c'est le R. Et ça, Fanon, comme j'ai dit, avait déjà expliqué cette question du R. Et les voyelles qui sont très travaillées par le maître. Mais en plus des voyelles, il y a le lexique. Parce que les différences lexicales sont énormes. Et la question peut-être la plus difficile pour les enfants qui parlent créole à la maison et puis arrivent à l'école et qui doivent être alphabétisés quasiment dans une langue étrangère, c'est qu'il y a une sorte de continuum entre le créole et le français, parce que le créole est un créole de base française. Donc, c'est un créole qui, d'une certaine manière, se confond avec le français. Et dans ce sens, c'est plus difficile de discerner la différence entre les mots que si le créole était, par exemple, une langue tout à fait différente. Hein, parce que là, ce serait plus facile de distinguer. Donc, il y a cette question de langue et il y a l'intimidation. Du point de vue des élèves, il y a le négrillon qui est véritablement le protagoniste. Il y a un autre garçon qui est nommé parce que peu de gens sont nommés, peu de personnages sont nommés. Il y a un personnage qui est nommé qui est le gros lombric. Ce gros lombric, au début, c'est un complice du négrillon parce que il parle un créole aussi
barbare hein, du point de vue du maître, hein, aussi sauvage que le négrillon, et il y a une complicité entre les deux garçons. Mais au fur et à mesure que le roman se passe, enfin, au long du récit, c'est-à-dire que ce négrillon commence à apprendre les premières lettres avec ce maître, mais à la fin du livre, il est déjà alphabétisé et il commence déjà à parler français correctement, plus ou moins correctement. Et tandis que Gros-Lombric, il est rebelle, il est plus rebelle. Peut-être qu'il est plus pauvre encore que le petit négrillon. Et il ne réussit vraiment pas à apprendre. Donc, il y a survie a aussi ce sens. Que non seulement au début, survie, c'est surtout survivre à toute l'intimidation du maître, de l'école, et des autres élèves aussi qui poursuivent ceux qui ont plus de difficultés dans la récréation. Donc, il y a cette sorte de persécution, de brimade entre les enfants aussi, les élèves. Parce qu'il ne faut pas penser que les enfants sont tous très gentils, parce qu'ils ne sont pas gentils. Hein. Ils peuvent être très, très cruels aussi. Et donc, il y a le négrillon et il y a le Gros-Lombric. Et le Gros-Lombric est le personnage qui ne va pas vraiment survivre dans le sens scolaire. Il va quitter l'école, il ne va pas vraiment apprendre. Il est fort en arithmétique, ce qui embête un peu le maître qui veut le poursuivre, parce qu'il est meilleur que les autres en arithmétique. Donc, au moment de faire les comptes, l'addition, la soustraction, etc., il va beaucoup plus vite. Il n'a pas besoin de papier. Hein, il fait tout mentalement. Ce qui embête un peu le maître, qui est vraiment un personnage négatif. Hein, la présentation du maître est vraiment négative. Donc, le français, dans le texte que je vous ai donné, le maître se réfère au créole comme le sabir des champs de canne. Donc, le sabir des champs de canne, qui reçoit son mépris le plus complet, le plus total. Et le français qui est présenté comme le français, la langue du savoir, de l'esprit et de l'intelligence. Donc, vous voyez que du point de vue épistémologique, le créole est négatif, est considéré comme une sorte de barbarie, et le français est considéré la langue du savoir, de l'esprit et de l'intelligence. Mais le personnage qui est le négrillon, qui est en fait l'écrivain aussi, il va se soumettre, quoique si on connaît l'œuvre de Chamoiseau, on sait que lui, évidemment, il maîtrise le français parfaitement, il a fait des études universitaires et il peut parler parfaitement le français, mais dans ses romans, il utilise aussi un français créolisé, qui est une manière de dire je montre le pays tel qu'il est, d'une certaine manière, faisant une concession au français parce qu'il veut être lu par ceux qui parlent français, mais en même temps, il tord le français de manière à lui donner un certain air populaire, à faire un peu le portrait ou une sorte de possibilité d'exprimer la Martinique à travers
cette langue qui n'est pas la langue française telle qu'elle est parlée dans l'Hexagone. C'est-à-dire que tout le projet littéraire de Patrick Chamoiseau va dans ce sens, un peu dans le lignage d'un autre écrivain martiniquais qui est son aîné, qui est Édouard Glissant. C'est-à-dire, Édouard Glissant avait déjà fait ça, utiliser un français créolisé dans ses romans, et c'est ce que Patrick Chamoiseau fait, mais aussi Raphaël Confiant et d'autres écrivains de la Martinique. C'est-à-dire, on ne vit pas en France, on ne peut pas écrire comme les écrivains français de France, de l'Hexagone, parce qu'ils sont français aussi, du point de vue civil, juridique, ils sont français, ils ont un passeport français. La Martinique est un département français, mais pour exprimer la région, pour exprimer cette réalité linguistique de la Martinique, il faut s'exprimer aussi d'une manière différente. Et c'est pour ça aussi que dans cette trilogie, il montre bien ce chemin de cette enfance créole. Et quand on parle j'ai utilisé jusqu'à maintenant le mot créole du point de vue linguistique, parce que le créole est une langue, mais le mot créole désigne plus que la langue, désigne toute la culture de la Martinique, de la Guadeloupe. C'est-à-dire, il y a des contes créoles, ce qu'on appelle les contes populaires, sont appelés les contes créoles. On parle de culture créole. Donc, il y a une dimension beaucoup plus large que seulement la langue. C'est vraiment le mot créole, quand on parle d'enfance créole, on désigne une culture créole, une culture de la Martinique qui est créole. Bon, maintenant, je vais parler un peu de Conseil Saint-Évariste. Conseil Saint-Évariste a écrit ce livre. À la fin du livre, on voit qu'il est signé 1986. Donc, c'est un livre qui a été écrit en 86. Donc, elle avait 40 ans. Mais il n'a été publié qu'en 2006, donc 20 ans après l'écriture du livre. Donc, c'est le premier livre que Conseil Saint a écrit. C'est un livre qui a un fond autobiographique, quoi qu'elle dise que c'est un roman. Mais quand on parle un peu plus avec Conseil Saint, elle reconnaît qu'elle s'est inspirée des gens qu'elle a connus dans cette favela où elle a habité. Bon, favela, ceux qui connaissent le Brésil savent que favela désigne un bidonville. Donc, le livre s'appelle Banzo, en français, s'appelle Banzo, Mémoire de la favela. Banzo, en portugais, que la traductrice Paula Anacaona a choisi de mettre dans le titre. Banzo est un sentiment un sentiment des esclaves quand ils arrivaient au Brésil, des Africains. Quand ils débarquaient au Brésil, ils étaient tellement dépaysés, tellement en souffrance, tellement angoissés d'avoir traversé l'océan, d'être arrivés dans un pays inconnu, d'être en contact avec des gens qu'ils ne connaissaient pas et qui parlaient une langue qu'ils ne maîtrisaient pas. Ils étaient tellement angoissés, tellement dépaysés qu'ils avaient ce sentiment de désespoir qui les amenait quelquefois au suicide. Donc, banzo est un mot d'origine africaine qui veut dire ça, ce sentiment de désespoir que ressentaient les Africains lorsqu'ils débarquaient au Brésil. C'est un mot qui est utilisé au Brésil. Il n'est pas utilisé dans les autres pays. Alors, la traductrice a décidé d'appeler Banzo. Le livre en portugais s'appelle Becos da Memória. Beco est un mot qui veut dire ruelle,
mais veut dire aussi impasse, c'est-à-dire une rue sans issue, et donc ça, les deux sens, becus, ruelle, petite rue, et aussi une rue sans issue, donc une impasse, da mémoire, donc de la mémoire. D'une certaine manière, le sous-titre Mémoire de la favela rend le sens original du titre en portugais. De la favela, parce que la favela, pour ceux qui connaissent, la favela a des ruelles. Elle n'a pas des rues comme une ville. Hein. Elle a des ruelles qui sont... en général, on ne passe pas en voiture dans les ruelles de la favela parce qu'elles sont trop étroites. Donc, c'est ça le titre. Je vais demander à Pedro de montrer la couverture de ce livre en portugais. C'est la première édition que j'ai. Vous pouvez voir qu'elle a choisi, la maison d'édition Mas et l'auteur, Conceição Evaristo, ils ont décidé de mettre des photos de famille. Donc, vous avez là un album de famille, ce qui est sympathique, parce que, au fond, ça montre, ça renforce ma lecture que c'est un livre, un roman autobiographique, parce qu'elle a mis sur la couverture les photos de sa famille, hein, des membres de sa famille. Pode tirar, Pedro. Bon, merci, Pedro. Alors, on va parler donc de ce roman. Je vais appeler roman parce que Conceição considère que c'est un roman, donc on va respecter tout en considérant que c'est quand même un roman autobiographique. La protagoniste est Tite Maria. Tite Maria. Et d'abord, je voudrais dire que les romans brésiliens, surtout ces romans plus populaires, et surtout dans ce cas où c'est une écrivaine noire, les traducteurs et les traductrices françaises ont tendance à utiliser un vocabulaire des romans antillais, hein, caribéens, des Martiniquais surtout. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas vraiment de traduction exacte de certaines choses qui apparaissent de certains mots qui apparaissent dans les romans brésiliens, c'est plus simple d'une certaine manière, plus de facile compréhension pour un lecteur français qui a une expérience de lecture, d'une lecture préalable des écrivains martiniquais. Et moi, quand j'ai lu certains romans brésiliens en français, j'ai remarqué ça, que certains mots ont été adaptés à partir de cette tradition déjà qui remonte aux années 80 avec Glissant, et d'autres aussi, Zobel, enfin des romanciers de la Martinique. Et donc, c'est une curiosité pour quelqu'un qui parle portugais, surtout pour quelqu'un qui a cette double lecture de la littérature brésilienne et de la littérature antillaise, mais qui me paraît intéressante. Et il y a des moments où ce personnage de la petite Tite, déjà, est une influence du français de la Caraïbe. Tijan, par exemple. Tijan est un personnage du folklore de la Martinique, des Antilles. Et donc, Tite Marie est aussi une adaptation. Et cette fille
qui apparaît, qui évidemment est une représentation de Conseil Saint-Évariste, évidemment fictionnalisée, mais sans aucun doute, elle s'inspire de son expérience personnelle. Elle est appelée aussi la Négrillonne, comme le Négrillon de Chamoiseau. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de similarités à cause justement de cette expérience que les traducteurs ont aussi, de lecture préalable de la littérature antillaise. Ce livre, Mémoire de la favela de Conseil Saint-Évariste, n'est pas vraiment un récit d'enfance au sens de formation scolaire, comme le roman de Patrick Chamoiseau. C'est un roman plutôt qui a aussi un petit chapitre, c'est celui que je vous ai passé, que je vous ai photocopié. Mais en fait, c'est plutôt un roman sur la démolition de la favela. Et curieusement, Patrick Chamoiseau a aussi un roman sur la démolition d'une favela à Fort-de-France, qui est le roman qui s'appelle Texaco. Et différemment du roman Texaco de Chamoiseau, où la femme qui est la protagoniste, Marie-Sophie Laborieux, elle a une expérience, elle a un pouvoir de communication elle a un pouvoir de convaincre l'architecte, l'urbaniste, qui vient pour faire la démolition de la favela, qui s'appelle Texaco, et parce qu'il s'était construit dans le terrain de Texaco, l'usine pétrolière. Elle convainc l'urbaniste qu'il ne faut pas démolir la favela, mais l'urbaniser, l'améliorer. Donc là, chez Chamoiseau, c'est un beau roman, Texaco, vous pouvez lire, elle réussit à faire ça. Et les Brésiliens n'ont pas la même chance. Et cette histoire est une histoire qui prend cette petite fille, cette négrillonne, qui est Tite Maria, au moment où elle va aussi à l'école, c'est-à-dire un peu avant, jusqu'au moment où elle est déjà à l'école, disons une dizaine d'années. Et elle parle de tous les personnages, de tous les amis, de toute la famille, de la mère, de la grand-mère, enfin, de plusieurs personnages. Et il y a une dispute pour rester là-bas, mais elles n'ont pas cette... Il y a beaucoup de femmes dans cette histoire, mais il y a aussi quelques hommes. Ces gens sont trop pauvres, ils n'ont pas le pouvoir d'affronter et de vaincre, parce que là, c'est une favela qui se trouvait où effectivement Conceição est né à Belo Horizonte, la capitale de l'État de Minas. Il voulait démolir la favela, évidemment, pour faire des immeubles modernes, pour urbaniser la région et évidemment avoir du profit. C'est la modernité capitaliste, il faut s'enrichir, il faut expulser les pauvres, il faut bâtir des immeubles modernes, enfin tout ce que vous connaissez. Enfin, c'est un peu ce qui arrive un peu partout. Et elle ne va pas, ils ne vont pas réussir à rester. Et la famille de Tite Maria est une des dernières à partir, et la municipalité va donner une petite allocation à ces familles pour qu'elles puissent s'établir quelque part. Évidemment,
quand on dit quelque part, au moins au Brésil, c'est comme ça, c'est bien loin du travail. Parce que la mère de Tite Maria, elle lave le linge des femmes bourgeoises de la région. C'est une femme qui travaille dans ses travaux domestiques. Et quand ils quittent la favela, elles ne savent pas ce qui va se passer parce que ça va être trop loin pour faire le même travail, pour recueillir ce linge, amener à la maison, laver, etc. Donc, c'est quelque chose qui reste ouvert dans le roman. Ce n'est pas quelque chose qui est fermé. Mais de toute façon, il faut dire que Conceição, elle s'est inspirée de son expérience personnelle parce que elle dit qu'effectivement, ça s'est passé comme ça, qu'ils ont été expulsés de la favela. Et aussi, dans ce passage que je vous ai montré, elle va à l'école et comme le négrillon de Chamoiseau, elle aussi, elle va écrire. C'est-à-dire que les deux romanciers, lorsqu'ils font ces livres, ces romans, ce sont aussi des romans de formation de l'artiste, hein, de l'écrivain. Parce qu'ils vont à l'école et aller à l'école et subir toutes les difficultés qu'ils trouvent à l'école, ça les pousse à vouloir raconter cette histoire aussi. Et avec le livre de Conceição, cela est bien clair. Et une chose qui n'apparaît pas dans le roman de Chamoiseau de manière explicite comme dans le roman de Conceição, c'est l'esclavage. Parce que dans ce petit morceau que je vous ai passé, la maîtresse, pour commencer, la majorité de la population à la Martinique est noire. La majorité de la classe dans le roman de Conceição, la majorité est blanche. Et il y a 2 élèves qui sont noirs, la négrillonne et une autre. Donc, il y a déjà une question de couleur. Lorsque la maîtresse raconte l'histoire de l'esclavage, il y a un problème. La négrillonne, elle ressent un problème parce que tout le monde la regarde. Ça veut dire que c'est elle qui est la descendante de ces esclaves. Et l'autre fille, elle fait semblant de n'avoir rien à voir avec ça. C'est-à-dire que c'est une fille peut-être à couleur un peu plus claire, qui se sent déjà plus blanche qu'une personne effectivement noire. Ce n'est pas très explicité dans le roman, mais ce qu'on voit, c'est que la fille, elle se sent un peu seule là, dans cette classe. Mais malgré cette solitude qu'elle ressent, elle est très résistante parce qu'elle se dit, je vais raconter cette histoire, mais je vais raconter à ma manière. Je ne vais pas raconter comme la maîtresse raconte, c'est-à-dire comme dans les livres scolaires. Et effectivement, lorsqu'elle écrit, évidemment, en tant que romancière aujourd'hui, qui est assez consacrée au Brésil, elle dit qu'elle n'écrit pas pour conforter les gens de ce qu'on appelle au Brésil la casa grande, c'est-à-dire la maison des maîtres. Hein, donc, elle n'écrit pas pour consoler la bourgeoisie blanche. Elle écrit pour parler de son peuple, c'est-à-dire de ces gens avec qui elle s'identifie. Et c'est un peu ça
le message que la petite fille se donne au moment où elle comprend qu'elle est là toute seule et que la maîtresse, elle dit, mais je raconterai d'une autre manière peut-être. Et la maîtresse lui dit, mais alors, comment, qu'est-ce que tu dirais? Et puis, elle dit, bon, elle pense plutôt, hein, je vais un jour, je vais écrire. Il y a un passage, peut-être, à la page 182, je vais voir, parce que j'ai mis un passage mais que vous n'avez pas reçu. Je vais lire un tout petit passage. Elle dit, un jour, elle écrirait tout. Hein? Et puis, non, c'est 201 qui a un passage un peu plus long. Voilà. Un jour, elle raconterait, libérerait, ferait résonner les voix, les murmures, les silences, les cris étouffés de chacun et de tous. Tite Maria écrirait un jour la parole de son peuple. C'est un très beau passage à la fin du livre où il y a bien clairement la formation de l'écrivain, c'est-à-dire la formation de l'écrivaine qu'elle est devenue, Conceição, et ce projet qui a c'est un projet esthétique, mais c'est un projet éthique, c'est un projet aussi, on pourrait dire, comme témoignage de son héritage d'oppression, de domination, d'humiliation, qu'il faut, au fond, c'est un sentiment négatif, un héritage qui est négatif dans le sens qu'elle a eu beaucoup de difficultés pour arriver où elle est arrivée, mais en même temps, il y a un dépassement. Elle réussit à dépasser la simple victimisation, disons, la simple, ce sentiment d'humiliation pour devenir autre chose, pour faire autre chose, pour devenir une écrivaine. Donc, c'est ça la formation de l'écrivain et qui apparaît aussi dans le roman de Chamoiseau. Ah oui, j'avais marqué la négrionne. Un autre mot qui apparaît dans le livre de Conceição, qui est une influence clairement martiniquaise dans la traduction, c'est la case-nègre. C'est un mot qui n'existe pas au Brésil. Enfin, il n'y a pas un mot équivalent. Au moins, il y aurait, disons, senzala, mais qui a été traduit, parce que ce n'était pas senzala ici, dans le contexte de la favela au XXe siècle. Il n'y avait plus de senzala dans ce sens propre. Mais le mot case-nègre est un mot qui est utilisé à la Martinique. Il y a un roman de Joseph Zobel qui s'appelle Rue Casse-Nègre, qui est devenu aussi un film, qui est d'ailleurs très beau, qui s'appelle Rue Casse-Nègre. Casse-Nègre, donc, ce sont ces petites maisons des Noirs dans un contexte des plantations de canne. Donc, le contexte du livre de Zobel est non pas pendant l'esclavage, il n'y avait plus d'esclavage, il n'était plus esclave, mais c'était dans le contexte encore de la plantation. Donc, il y a d'autres mots dans le livre
de concessions qui sont inspirées de la littérature antillaise. Bon, je crois que je vais m'arrêter un peu et on pourrait peut-être converser un peu, répondre aux questions des étudiants. Ok, Olivier, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce cours très, très intéressant. Je vais laisser la parole aux étudiants s'ils veulent poser une question. Je t'invite aussi, Olivier, à regarder. Je ne sais pas si tu as regardé. Oui. On a un bandeau sur la droite avec des commentaires, donc des qui sont oui, connectés. Rita parle ici de Chamoiseau. Bien sûr qu'il maîtrise aussi bien le français que le créole. Oui, je le sais bien. Je l'ai interviewé d'ailleurs l'année dernière. C'est sur YouTube, ça. Puis elle parle de la départementalisation de 1946. Elle ne serait pas une forme de colonisation. Eh ben, cette question est une question très épineuse parce que c'est Aimé Césaire qui a proposé la départementalisation et n'a pas choisi l'indépendance. C'est-à-dire qu'en 1946, juste après la guerre, la question, parce que Césaire, qui était un grand poète, mais qui était aussi un homme politique, la question se posait, hein, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer lié à la France ou on va faire l'indépendance? Et puis, ils n'ont pas fait l'indépendance. Et c'est Césaire qui a signalé ce désir de rester comme partie de la France. Pourquoi? Parce que à la Martinique, le pouvoir économique était aux mains des Blancs qui sont appelés à la Martinique les Békés. Les Békés, c'était les Blancs, les anciens colons qui sont devenus les propriétaires des terres et à partir d'un certain moment qui sont devenus en fait des businessmen, enfin, des entrepreneurs liés au import-export, importation et exportation, enfin toutes sortes de négoces. Et Césaire craignait que le pouvoir aux mains de ces gens, de ces Blancs, un peu ce qui s'est passé en Amérique latine au fond, c'est que l'indépendance a été faite au 19e siècle, bien sûr, donc il y a longtemps, par les élites qu'on appelle en espagnol les élites criolles, hein, les élites créoles. Créoles, dans ce sens-là, c'était les Blancs nés en Amérique, donc les descendants d'Espagnols nés en Amérique. Dans l'Amérique hispanique, on appelle criollo, ou criollo, comme disent les Argentins, les descendants d'Espagnols nés en Amérique. Mais ce sont eux qui ont fait l'indépendance dans tous les pays, à l'exception d'Haïti, hein, dont l'indépendance a été faite par des Noirs. Et ils pensaient que si on faisait l'indépendance, les Noirs de la Martinique seraient aux mains de ces Békés. J'imagine qu'il haïssait davantage les Békés locaux que le rapport peut-être plus lointain avec la France, qui était quand même, pour lui, dans sa formation littéraire, peut-être un pays qui, malgré toutes les critiques qu'il fait, il suffit de lire le discours sur le colonialisme, malgré toutes les critiques qu'il fait, il avait peut-être un certain respect pour la démocratie, la République française, peut-être. J'imagine que oui. Alors, il a, en tant que député maire de la Martinique, il a choisi la départementalisation. Alors, aujourd'hui, il y a, surtout à la Guadeloupe, il y a des gens qui
lutte pour l'indépendance des îles, mais je dirais que ce n'est pas quelque chose qui va arriver bientôt. Peut-être que dans l'avenir, ça va arriver, mais je ne vois pas l'indépendance dans l'avenir proche. Je ne sais pas s'il y a un roman de formation de l'écrivain, oui. Bon, c'est ça. Merci. S'il y a des questions. On va certainement en poser ici, préparer vos questions. Vous aurez des questions, j'imagine. Au passage, je profite, moi, pour en poser une avant que les étudiants prennent la parole à leur tour. Juste une précision et une curiosité, que tu parles donc de... Bon, quand tu évoques le roman d'Evaristo, qui s'inspire de son expérience personnelle, et quelque part finalement de ces narrateurs qui sont aussi les auteurs. Hein. Est-ce qu'on peut également dire que cette trilogie de Chamoiseau est aussi autobiographique? Est-ce qu'elle est revendiquée comme autobiographique? Tout à fait. Il faut dire que Chamoiseau, il se met dans tous les romans, hein, et il joue avec son nom, hein, Chamoiseau, parce que ça se termine par oiseau, et il y a le chum, hein, il y a toute une référence au Kamite de la Bible, hein. Chamite, on dit en français? On dit chamite. Les enfants de Cham, on dit? Bon, je ne sais pas, mais c'est ça, il y a cette histoire de la Bible que les Noirs seraient les enfants de Cham, hein? C-H-A-M, et qui est un des fils de Noé. Et comme son nom est composé de Cham et d'oiseau, hein, il joue beaucoup avec ce nom, hein, oiseau de Cham, il joue de plusieurs manières. Hein, mais disons que ces romans, pas tous, mais la plupart, ils insèrent ce personnage narrateur, quelquefois comme narrateur, quelquefois comme un personnage même, un personnage. Solibo Magnifique, par exemple, il y a le personnage central qui est Solibo, mais il y a ce personnage qui est lui-même, qui pose des questions, enfin, qui est aussi questionné par Solibo. Dans Texaco aussi, c'est lui qui va parler à Marie-Sophie Laborieux, et Marie-Sophie Laborieux lui raconte l'histoire de comment elle a réussi à convaincre l'urbaniste à ne pas démolir sa favela. Et cette trilogie, oui, est tout à fait autobiographique. Et sa mère aussi, elle est toujours appelée Moninote. Je ne sais pas si dans la vie réelle, elle s'appelait Moninote, mais dans son œuvre, oui. Et elle... et en fait, c'est une manière aussi d'entrer en contact avec la culture plus orale et plus traditionnelle, parce que on peut imaginer que Chamoiseau, qui est né en 1953, qui va à l'école française, et il y a une critique, une ironie aussi à l'école française, parce que tous les livres viennent de France. Alors le professeur parle du printemps, quand il n'y a pas de printemps à la Martinique, elle parle de la neige, elle parle des montagnes, enfin, tout ce qui n'existe pas à la Martinique. Et il mentionne même ce célèbre nos ancêtres les Gaulois, c'est-à-dire que comme si les petits négrillons là, à la Martinique répétaient, n'est-ce pas, nos ancêtres les Gaulois, sans savoir ce que ça veut dire. Et il n'était vraiment pas
les descendants des Gaulois, n'est-ce pas? Donc, il y a toute cette aliénation coloniale dans cette trilogie. Et c'est une manière aussi de rendre compte de cette école coloniale pour des enfants qui sont créoles, n'est-ce pas? Il y a une enfance créole d'un côté, disons, et il y a de l'autre côté l'école coloniale. Et c'est ça, c'est ce conflit-là qu'il met en scène dans cette trilogie. Et pour savoir ces histoires du passé, dans cette interview que j'ai faite avec lui l'année dernière, il m'a dit que sa mère lui a raconté des histoires, il a enregistré ça. C'est-à-dire, il a fait parler probablement en créole pour raconter les histoires qu'elle a vécues. Donc, c'est une autre génération. Et non seulement c'est une autre génération, mais une génération qui n'est pas allée à l'école coloniale ou peut-être aller à peine à l'école coloniale pour apprendre à lire et écrire, mais vraiment une éducation bien basique. Et donc, sa mère, elle a un savoir traditionnel dans lequel il a puisé. Hein? Et il a dit clairement ça. Et j'ai demandé à ma mère de raconter des histoires. Et disons que quand Marie-Sophie Laborieux, qui est son personnage, raconte l'histoire de l'esclavage, raconte l'histoire de comment les gens sont venus à Fort-de-France, qui sont descendus de Saint-Pierre après l'éruption de la montagne Pelée, qui a détruit la ville. Évidemment, tout le monde est mort, mais les gens qui habitaient la partie plus au nord, ils sont venus vers le sud. Hein? Donc, Fort-de-France est une ville qui a reçu tous ces gens qui sont venus après l'éruption de la montagne. Et cette histoire est racontée par Marie-Sophie Laborieux. Mais apparemment, pas mal, évidemment qu'il a fait des recherches, parce qu'un écrivain, il ne s'inspire pas seulement de ce qu'on lui raconte. Il fait des recherches dans les documents et dans les bibliothèques. Mais disons que pour avoir peut-être que le ton du récit du personnage, de cette femme, qui aussi est entre le créole et le français, il va chercher ce ton de la voix chez sa mère. Hein? Et il a dit ça dans cette interview, qu'il a interviewé sa mère pour avoir ce son, le son de sa voix. Une voix de quelqu'un qui est beaucoup plus dans cette tradition populaire que lui, hein, qui très jeune est allé à l'école, hein, a été alphabétisé en français. Non seulement il a été alphabétisé, comme il a poursuivi ses études, il est allé à l'université. Et très jeune, il était déjà... il avait déjà son diplôme, il avait une éducation française. Et ensuite, il est allé en France, etc. C'est-à-dire que pour avoir cette voix, c'est sa mère, éventuellement d'autres personnes, des tantes, des gens plus âgés qui vont lui donner un peu cette sonorité que nous, les académiques, n'est-ce pas, nous, les critiques littéraires, nous appelons ça le français créolisé. Hein, mais en fait, c'est ça, c'est une manière de rendre une certaine oralité sans écrire en créole. Parce que s'il écrivait en créole, il n'aurait pas de lecteur. C'est ce que René Depestre m'a dit quand je l'ai interviewé aussi il y a longtemps, là, dans les années 80.
il a dit, si j'avais écrit en créole, hein, vous ne seriez pas là à m'interviewer. Hein? J'aurais plein de romans dans les tiroirs et personne ne les aurait publiés et personne ne les aurait lus. Donc, c'est ça, c'est une question de survivre. Encore une fois, la deuxième partie du roman, elle s'appelle Survivre, parce qu'il faut survivre. Et Raphaël Confiant, qui est un homme du même âge de Chamoiseau, qui écrit en même temps que lui, il a écrit d'abord en créole, et puis il a commencé à traduire ses romans qu'il avait écrits en créole, il les a traduits en français. Pourquoi? Parce qu'il faut bien gagner de l'argent et vivre, et survivre, vendre les livres, vendre les livres, n'est-ce pas? Bon, Rita. Oui, il y a d'autres questions qui déroulent ici, effectivement. Merci, Stéphane. Puis les deux textes, oui, deux textes. Et puis les deux textes mettent en lumière les stratégies institutionnelles qui, dans le cas de Chamoiseau, renforcent le rejet des référents identitaires de la population de la Martinique. Oui, en fait, dans les deux cas, il y a ces rejets de tout ce qui est populaire, et dans le cas de Conceição, évidemment, la maîtresse qui était blanche au sens brésilien, bien sûr, parce que personne n'est vraiment blanc au Brésil. Nous sommes tous métissés, une population brésilienne est fortement métissée. Mais nous disons blanc, enfin disons que la maîtresse était blanche. Et moi, je dis toujours que nous sommes quasi blancs ou blancs, je mets un point d'interrogation. Mais en fait, il y a un rejet, évidemment, de toute cette culture populaire et surtout, dans le cas brésilien, le racisme est plus explicite parce que c'est un pays qui a une population moitié-moitié, n'est-ce pas, moitié blanche dans ce sens que je viens de dire, et noire aussi dans le sens très général, c'est-à-dire que la population noire brésilienne, elle a de toutes les couleurs, d'un mulâtre très clair jusqu'au noir, le plus noir. Mais disons qu'aujourd'hui, du point de vue du classement, dans les recherches des populations, la question de la race, aujourd'hui, on dirait que cette population est noire, mais c'est moitié-moitié. Et c'est pour ça que le racisme est plus explicite dans un pays où il y a moitié-moitié. Et à la Martinique, c'est moins explicite, ça, parce que la population blanche est très petite. Alors, ce sont des classes sociales qui sont peut-être un peu plus cloisonnées qu'au Brésil, peut-être du point de vue social. Il y a moins de contact entre un béquet, si on peut encore dire béquet au XXIe siècle, et la population noire. Et au Brésil, c'est cloisonné au sens social, bien sûr, parce que c'est aussi une question de classe sociale, mais c'est assez visible. Hein? Les populations sont plus visibles, je pense. Hein? Alors, Rita pose encore une question, qui d'ailleurs, j'ai des étudiants ici qui me disent qu'ils voulaient poser la même question, donc ça tombe plutôt bien alors. De savoir, donc les deux auteurs ont fait le choix de mettre au centre de cette discussion des personnages enfants. Comment envisages-tu l'importance de ce choix? Oui, justement, parce que c'est un genre littéraire, ça. C'est-à-dire que depuis quelques années, surtout depuis, on pourrait dire depuis 1980,
peut-être un peu avant, dans les années 70, il y a vraiment une prolifération de ce qu'on appelle les écrits, les écritures, enfin, ces écritures de soi, c'est-à-dire plusieurs formes de sous-genres. Bon, c'est à cette époque que le mot autofiction a été créé par Serge Dubrovsky, parce que jusqu'alors, on parlait avec un certain mépris de romans autobiographiques. Il y avait, bien sûr, le récit d'enfance. Il entrait dans les autobiographies, ces autobiographies monumentales. Il y avait une partie dédiée à l'enfance. Hein? Si on prend une autobiographie monumentale comme celle de Chateaubriand, n'est-ce pas, ou de Rousseau, enfin, il y a une partie qui concerne l'enfance. Ce qui apparaît de manière plus explicite plus récemment, c'est ce qu'on a appelé le récit d'enfance. Et le récit d'enfance, en général, comme modèle, il se termine à l'entrée de l'adolescence. Généralement, le récit d'enfance se termine par les premières expériences sexuelles de l'adolescent. En général, ces récits d'enfance sont écrits par des écrivains hommes qui arrivent jusqu'à l'initiation sexuelle. Plus tardivement, les écrivaines ont commencé aussi à écrire des récits d'enfance. Maryse Condé, par exemple, a publié un récit d'enfance qui s'appelle « Le cœur à rire et à pleurer », conte vrai de mon enfance. Donc là, il y a c'est un récit vraiment qui concerne la relation de la petite fille, Maryse Condé, avec la famille, les parents et les frères et sœurs aînés. Parce que Maryse Condé aussi est la cadette, comme Chamoiseau. Et donc, c'est un récit d'enfance. Et dernièrement, il y a vraiment une prolifération. Et la preuve en est que Gallimard a créé une collection qui s'appelle Haute Enfance. Alors, il y a le récit d'enfance de plusieurs écrivains. Si vous cherchez le catalogue, vous allez voir qu'il y a une quantité de récits d'enfance. Et ce qui est intéressant aussi dans ces deux livres, c'est que quoique l'accent soit mis sur l'enfance, tous les deux, ils mettent, à un moment, ils parlent de cette décision, de ce désir d'écrire. Et dans ce sens, ils entrent aussi dans ce qu'on appelle le livre de formation de l'artiste. Mais ce n'est pas la plupart du récit. Enfin, ce n'est pas vraiment un livre de formation de l'artiste classique, si vous voulez. Parce qu'un récit, un livre de formation de l'artiste plus classique, il développe beaucoup plus cette question de la formation de l'artiste. Ici, c'est plutôt une décision, en même temps une décision et un désir d'écrire. Mais c'est vraiment, l'accent est mis sur les difficultés d'une classe sociale, d'une difficulté à l'école, dans le cas de Chamoiseau, où il y a vraiment une question très sérieuse qui est l'écart entre le créole et le français, le fait que les enfants, jusqu'à un certain moment à la Martinique, ils étaient alphabétisés en langue étrangère, parce que le français était effectivement une langue étrangère.
Et au Brésil, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas vraiment la même différence, même s'il y a un portugais plus populaire et un portugais beaucoup plus correct, disons, qui suit la norme, mais ce n'est pas la même chose. À la Martinique, la question linguistique est beaucoup plus forte. Était au moins à l'époque, parce que avec l'éducation et avec la télévision, Internet et tout ça, la tendance à la Martinique, c'est la perte du créole, la disparition du créole. Au moins, il devient beaucoup moins important qu'il l'était jusqu'aux années 50. Et en plus, il y a beaucoup, surtout après la guerre, ça a commencé, mais ça augmente au fur et à mesure, c'est l'émigration. C'est-à-dire que beaucoup d'Antillais sont allés vivre en France et il y a aussi, le gouvernement français a stimulé les Français à aller vivre aux Antilles de manière à éviter les conflits, de manière à assimiler un peu plus la population, de manière à éviter les conflits dus au chômage. Donc, si beaucoup de Martiniquais vont vivre en France, il y aura moins de pression et moins de chômage à la Martinique. Donc, il y a un tas de questions qui sont liées à l'émigration d'un côté, dans un sens et de l'autre sens aussi. Et dans le livre de Chamoiseau, dans ce livre, il y a déjà ça, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont rentrés de France, c'est-à-dire que les parents avaient passé une période en France et ces enfants étaient très gâtés par le maître qui était content parce que ces enfants parlaient français correctement, tandis que les autres qui n'étaient jamais sortis de la Martinique parlaient créole. Donc, cette question était déjà là. Mais dans d'autres ouvrages, et surtout dans les livres plus scientifiques, on voit comment ce qu'on a appelé au début, la première version, c'était le Bumidon. Hein, c'est-à-dire, c'est le bureau qui a organisé l'émigration dans un sens et de l'autre. Et ça a provoqué aussi cette perte du créole, parce que les gens qui rentrent à la Martinique ou les gens qui vont vivre en France, ils vont parler français. Ils vont abandonner le créole. Hein. Ok, merci beaucoup, Lidj. Alors, il y a d'autres questions. J'aimerais juste qu'on fasse quand même une parenthèse ici, parce que j'ai quand même des questions aussi des étudiants qui sont présents. Donc, si on peut aussi leur laisser un temps de parole. Donc, j'invite un de vous qui voudrait venir poser une question à Oli, je sais. Moi, je pense que chacun pourrait venir poser la suite. Oui, c'est voilà. Lola. Merci. Est-ce qu'on te voit bien ici? Bonsoir. Voilà. Bonjour, bonsoir. Alors, merci pour votre intervention, c'était très intéressant. J'avais une question. Oui, est-ce que l'enseignement de l'histoire a changé en Martinique ou au Brésil au niveau de l'écriture plus juste ou et plus inclusive de l'histoire? Au niveau de l'enseignement de ce qui... S'il y a eu des changements entre le moment où les écrivains ont écrit et aujourd'hui, c'est ça? Non, au niveau de l'enseignement de l'histoire aux enfants, pardon, c'est que j'ai parlé un peu vite, mais... Ah, oui, sûrement, ça a changé parce que, bon, les choses ne restent jamais immobiles, tout change. Bon, pour commencer, à la Martinique, oui, on n'utilise plus à l'école primaire
les livres importés de France comme à l'époque. Surtout, les enfants ne doivent pas répéter nos ancêtres les Gaulois. Ils produisent un matériel scolaire sur place. Et dans certaines régions, surtout à la campagne, dans les régions où les enfants ne parlent que le créole, ils ont commencé aussi, déjà dans les années 80, à faire les premières classes en créole. Hein, Oui. pour faire l'adaptation plus lente et plus tranquille pour les enfants, parce que ici, dans le livre de Chamoiseau, c'est vraiment un choc, parce que il arrive et le maître parle une langue tellement distinguée qu'il est absolument catastrophé, il est en panique. Donc, il y a une tentative d'adapter, parce que les gens, les chercheurs martiniquais, à partir surtout des années 80, ils ont beaucoup critiqué l'école coloniale. Donc, ils ont commencé à changer, mais c'est surtout dans les années 80. Au Brésil, ça change, mais moi, je crois que ce qui change le plus au Brésil, ce qui a changé le plus au Brésil, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'écrivains noirs, il y a beaucoup plus de présence publique, sur la scène publique, d'intellectuels, des artistes, des acteurs, des chanteurs, des footballeurs. Je n'en parle pas parce qu'il y a toujours eu des footballeurs noirs au Brésil. Hein. Il suffit de penser à Pelé qui a déjà une carrière brillante depuis 58, je crois que c'est la première Coupe du Monde que le Brésil a gagné, et il avait déjà Pelé. Mais surtout dans le milieu intellectuel, à l'université, à la télévision, au cinéma, la présence noire est beaucoup plus effective, est beaucoup plus visible, et ça change beaucoup. Ça change beaucoup, surtout la perception de l'héritage africain, la perception de la valorisation aussi de l'écriture de ces écrivains-là. Conceição Evaristo, j'ai dit au commencement qu'elle avait écrit ce livre en 86 et ne l'a publié qu'en 2006, donc 20 ans. Elle a publié, avant ce livre, elle a publié un autre roman qui s'appelle Poncien, qui a été traduit en français aussi. Et pour des raisons éditoriales, elle a publié d'abord celui-là et non celui-ci. Mais Conceição, elle a 76 ans aujourd'hui et elle a commencé à publier tard parce qu'elle a eu beaucoup de difficultés de trouver des éditeurs. Et ce livre, par exemple, Becos da Memória, qui a été publié par cette maison d'édition, Mazar, c'est une maison d'édition qui a commencé à publier des auteurs noirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un tas de maisons d'édition qui publient des auteurs noirs. C'est-à-dire qu'il y a aussi une augmentation, une prolifération aussi de maisons d'édition qui sont destinées à ce segment de la population. Mais depuis, disons, une dizaine d'années, Conceição a trouvé
une reconnaissance qu'elle n'avait pas eue jusqu'alors. Mais c'est un phénomène très récent, c'est vraiment quelque chose qui a commencé, je dirais, il y a 10 ans. Je ne sais pas exactement la date, mais c'est environ 10 ans, où elle a été plus reconnue, mais non seulement elle, mais d'autres écrivaines. Dans les prix littéraires, on voit ça. Quand on analyse la présence dans les fêtes littéraires et dans les prix, c'est beaucoup plus visible la présence d'écrivains noirs. Disons, jusqu'à l'année 2000, il y avait très peu d'écrivains noirs qui recevaient des prix ou qui participaient à des fêtes littéraires. Tandis que dernièrement, il y a une présence quasiment massive. Enfin, la dernière fête littéraire de Parachi, qui est arrivée récemment, là, la fin du mois de novembre, il y avait vraiment une grande proportion d'écrivains noirs, brésiliens et étrangers. Donc, et l'écrivaine d'ailleurs, qui a été mis en honneur, est une écrivaine du 19e siècle qui n'était pas connue pendant un siècle et qui a été redécouverte il y a une quarantaine d'années, 50 ans peut-être. Et de plus en plus, elle est republiée et étudiée. Donc aujourd'hui, elle a déjà une fortune critique immense. Maria Firmina dos Reis, une femme noire qui a écrit au 19e siècle, donc la première romancière brésilienne, en fait, était une femme noire. Okay. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je ne suis pas en master d'Amérique. Je suis en licence sciences de l'éducation à Rennes 2. Mais je suis venu parce que ça m'intéressait. Et donc, j'ai plutôt 2 réflexions que des questions. Est-ce que vous en pensez, si vous voulez bien? Alors, la première, mais vous avez vu, et on en a discuté entre étudiants, c'était concernant l'extrait de Chemin des... vous avez évoqué les élèves qui ne parlent pas le bon français. Et vous parliez du bon français, le français métropolitain, le français colonial est lié au pouvoir central. Parce que, pour le coup, et pour moi, c'est ça, je pense, dans les 2 extraits, c'est qu'à un moment, le personnage, donc toujours dans Chemin d'école, prime le fait qu'il apprend à détester son créole. Enfin, en substance, c'est ce que j'ai compris, c'est que le personnage trouve son verbe, alors si je dis pas de bêtises, trouve son verbe ingrat, etc. Et en fait, le personnage, donc Chamoiseau lui-même, puisque j'ai l'air de dire que c'était autobiographique, déteste sa propre identité, en fait. Et donc, pour finir et peut-être élargir un peu, pour moi, il y a d'autres populations en métropole aussi qui ont appris à détester une part de leur culture. Alors, évidemment, c'est sans aucune comparaison possible, parce que, par exemple, je pense aux qui n'ont pas connu l'esclavage, mais qui ont arrêté d'apprendre le breton, et c'est assez... et pour moi, en fait, est-ce que c'est pas là toute la problématique de ces textes? C'est la langue, bien sûr, mais c'est aussi en fait l'identité, tout simplement, des personnages. C'est-à-dire que au travers de ce maître, c'est intéressant d'ailleurs la question d'utilisation du mot maître on n'en a pas parlé, hein, mais c'est le maître au sens évidemment de l'instituteur, mais il y a peut-être
avec le maître. Ce maître, c'est pas seulement qu'il corrige sur l'apprentissage d'une langue, c'est qu'en fait, ils nient leur identité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est justement parce qu'on nie la culture d'une population que cette population peut nier aussi sa propre identité. C'est ça. Donc la question est là. Identité, culture, langue, tradition, tout fait partie du même problème. Hein. Le maître, il appelle le maître avec majuscule. Hein. C'est vraiment une figure allégorique de l'autorité. Hein, parce qu'il aurait pu utiliser le mot instituteur, hein, qui est le mot courant pour le maître d'école. Mais il l'utilise avec majuscule toujours. Et il est imposant, il nie toute possibilité, comme j'ai cité ici seulement cette expression, le sabbi des chants de Cannes, c'est-à-dire c'est le rejet total de la langue, mais la langue, elle implique toutes les traditions et toute la culture de ce peuple qui a travaillé au chant de Cannes, justement. Bon, on a beaucoup parlé, il suffit de lire Peau noire, masque blanc de Fanon, qui était un psychiatre, pour voir comment toutes ces populations ont intériorisé cette infériorité. C'est ça. Fanon explique très bien comment, en assistant au film, par exemple, si on assiste à un film de Tarzan à l'époque, pour cette génération de Fanon, là, on a l'image de l'Afrique comme la terre des sauvages. Et quand on assiste à tous ces films des années 50, 60, 70, les guerres en Afrique, que ce soit enfin, toutes sortes de films, on a un héros qui est toujours blanc, qui est toujours européen, et la personne qui assiste à un film, elle s'identifie avec le héros. Et en s'identifiant avec le héros de ce film, il va renier sa propre identité. On peut penser par exemple au film western. Hein. Au western, si on assiste à un film, le héros est un homme blanc qui va tuer les Indiens. Alors, si on est une population métissée, par exemple, d'Indiens, et on assiste à ce film, on va s'identifier avec le héros du film, le personnage central, le blanc, qui réussit à tuer un tas d'Indiens en même temps. Et là, il y a cette crise d'identité. Donc, c'est ça. C'est un peu ce que vous avez posé. Au fond, c'est ça. Oui. Il y a ça dans les médias, donc la culture de masse. Mais ce qui m'intéressait dans le texte, c'était l'aspect, on pourrait dire, autosurveillance entre les élèves. Il y a des élèves qui se reprennent entre eux, il y a des effets de harcèlement. Bon, c'est pas le sujet en l'occurrence ce soir, mais parce que un tel a oublié le R dans un mot, etc. Les élèves se punissent eux-mêmes. En fait, c'est peut-être là le plus la pire réussite, si on a envie de dire, du colonialisme. C'est peut-être de... Oui, parce qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres. Et pourtant, ils harcèlent, ils punissent, ils persécutent. C'est ça. Bon, mais c'est une question qui continue jusqu'à maintenant dans les écoles. Le harcèlement des
dans les écoles est une chose très grave jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je crois que c'est même pire parce que si on prend les États-Unis comme exemple, il y a un tas de jeunes qui attaquent les écoles et qui tuent des enfants. Et au fond, quelquefois, on a ça, que ce jeune homme a été lui-même harcelé à l'école. Donc, c'est une question très, très difficile et très grave qui continue, pas de cette manière un peu presque ironique du livre, mais aujourd'hui, on a toutes sortes de harcèlement dans les écoles, dans le monde entier d'ailleurs. Au moins dans le monde que nous connaissons, le monde occidental. Surtout aux États-Unis, ça c'est grave, mais même en France, il y a des difficultés à cause des différences dans les écoles. Il y a eu un film d'ailleurs sur ça, j'ai oublié le nom maintenant. Dans des écoles où il y a des immigrants, au Brésil, ça existe aussi. Il y a eu même des cas, un peu comme aux États-Unis, des jeunes gens qui ont attaqué des écoles, qui ont tué des enfants. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que pour le systémique, et peut-être après je laisserai la place, mais c'est que là, c'est pas la question de son ressenti, c'est que c'est l'école qui met en place ces systèmes. Par exemple, moi j'ai l'exemple dans l'école de la République, en Bretagne, les enfants qui étaient surpris à parler breton avaient un sabot autour du cou. Alors déjà, le sabot en symbole d'opposition entre le rural, le métropolitain, comment on appelle la province, c'est assez fort, mais surtout en fait les enfants, pour se débarrasser de ce symbole, alors ça pouvait être un sabot, ça pouvait être autre chose, hein, mais pour se débarrasser de ce symbole-là, devaient surprendre un enfant à parler breton et à lui redonner ce symbole-là. Alors je pense que, et pour moi c'est des dynamiques qui sont similaires dans le texte qu'on a lu là, et donc vous parliez d'école où on apprend le créole, j'ai l'impression que peut-être ça arrive, ça j'y connais rien. En tout cas, en Bretagne, c'est le cas. Les années 80, on réapprend à l'école publique en breton. Puis, c'est pas à l'éducation nationale, de manière qu'elle a déconstruit la langue et elle a appris aux leur propre identité. Est-ce que c'est pas aujourd'hui à l'éducation nationale, aux autres instances éducatives, puisqu'il n'y a pas que l'éducation nationale, évidemment, aux individus à apprécier leur propre culture et à la connaître, par exemple, en apprenant, en faisant l'école en créole. Oui, ce sont les difficultés dans un monde globalisé, dans un monde où les langues disparaissent, hein, tas de langues disparaissent tous les jours, toutes les années. D'un côté, je suis d'accord, c'est positif. Par exemple, reprendre le breton, valoriser le créole, enseigner le créole. Ils ont créé un alphabet. Ils ont commencé à écrire le créole parce que un tas de langues sont des langues orales, des langues qui sont agraphes, qui n'avaient pas la tradition d'être écrites. Mais là, si on prend la question de la langue, en Afrique, les langues indiennes aussi, amérindiennes, hein, il y a des milliers de langues qui disparaissent. Et en même temps, il y a des tas de gens
qui essaient d'écrire ces langues, d'enregistrer ces langues, d'enregistrer les témoignages, de faire des documentaires. Donc, il y a, je dirais qu'il y a une sorte d'oscillation ou de flux entre deux tendances. La tendance dominante qui est la disparition des langues et de l'autre côté, une tendance de défense des langues, comme on avait la défense, l'illustration de la langue française au XVIe siècle. Aujourd'hui, il y aurait une sorte de défense des langues par l'écriture et par les documentaires, avec l'audiovisuel surtout. Édouard Glissant était un grand défenseur des langues et il disait qu'il écrivait devant toute la pluralité des langues du monde. Enfin, ce n'est pas une question de parler d'autres langues, c'est surtout de reconnaître l'existence des autres langues. Mais au fond, c'est ça, c'est un conflit qui n'a pas une réponse. C'est une question qui est complexe parce que d'un côté, une personne ne peut pas vivre en France en ne parlant que le breton. Et de la même manière, une personne ne peut pas vivre à la Martinique ne parlant que le créole, à moins qu'il n'ait pas un travail qui exige la scolarisation. Peut-être que le pays où le créole est le plus parlé, et même reconnu comme langue nationale, c'est Haïti. Haïti a 2 langues officielles, le français et le créole. Mais c'est ça, c'est toujours une sorte de balance. Des écrivains, souvent des écrivains qui écrivent en créole, ils finissent par traduire les livres en français. J'ai cité l'exemple de Raphaël Confiant, mais il y en a d'autres, en Haïti par exemple, parce que si on écrit qu'en créole, on atteint un public très restreint, surtout parce que les gens qui parlent créole ne lisent pas forcément en créole. Donc c'est ça, c'est très complexe. Si. On a encore une question, ça arrive. Bonsoir. Je suis Nitarsan, je fais le master aussi sur les Amériques. Ça n'a rien à voir, nous sommes d'une famille indienne, mais je me suis intéressée au master parce que je voulais être curieux. Je voulais juste vous poser une question. J'ai un cercle d'amis qui viennent tous de la Martinique et c'est tous des gens qui sont métis. Et comment cette disparité que la majorité, c'était des blancs et qui a 2 noirs. Moi, dans mon cercle d'amis, elles sont toutes métisses, quoi. C'est toutes des personnes qui me ressemblent. Qui est assez noir de peau. Je n'ai pas compris la question. Comment ça se fait qu'il y a cette disparité, que la majorité, c'était des blancs, en fait, et qu'il y avait seulement 2 noirs, par exemple, vous avez dit. À la Martinique? Oui. Oui, j'ai dit que la majorité était noire à la Martinique, différent du Brésil où moitié de la population est noire, moitié, avec toutes les variations de couleurs. Et aussi, moitié de la population est blanche, aussi entre guillemets, parce que personne n'est vraiment blanc au Brésil. Si on va aux États-Unis, tous les Brésiliens, que ce soit des blancs ou des noirs, ils sont des latinos.
c'est-à-dire on a déjà une autre identité. Les Martiniquais, à la Martinique, il y a la classe des Blancs, il y a la classe des mulâtres et il y a la classe des Noirs. Les Noirs sont la majorité de la population, c'est ce que j'ai dit. Mais je ne sais pas exactement, je n'ai pas exactement compris exactement la question que vous avez posée. Oui, c'était ça. Hein? C'était cette question. OK. Parce que à la Martinique, il y a une petite partie de la population qui est d'origine indienne et une petite partie de la population qui est d'origine syrienne et libanaise. Donc, il y a en vérité des parcelles, une sorte de population d'origine différente, mais la majorité est noire. Ok, merci Olivier. Si je continue ici avec encore une question d'un étudiant là-dessus, parce qu'on te sollicite beaucoup. Je laisse la parole. Bonjour. Bon, je fais partie de ce master et bien vous remercier pour cette belle conférence, en fait, par rapport à ces deux romans qui sont très, très intéressants, surtout parce que c'est de l'écriture contemporaine qui nous touche un peu vers le passé, le présent et ce qui peut être le futur pour changer, en fait, la pensée, qui est en train de le faire maintenant en Amérique latine et dans les pays qui ont été colonisés, justement pour changer cette pensée de assimilation et tout cela. Donc ma question, en fait, ça porte sur la relation entre l'écrivain et les personnages principaux. Bon, il y avait une question qui a été posée par rapport aux personnages dès l'enfance et tout ça. Donc j'aimerais juste aussi, je suis d'accord avec vous, ce que vous avez expliqué, et donner aussi mon opinion parce que j'ai bien aimé ça. Et considérez-vous comme moi, je ne sais pas si vous le pensiez, par rapport à la relation entre l'enfance et l'écrivain, pourquoi parler d'un enfant? Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que parler d'un enfant, c'est aussi parler d'une nouvelle naissance, parler d'une nouvelle culture, d'une nouvelle pensée. Et à mon avis, les deux auteurs sont commencé à repenser l'histoire avec la pensée d'un enfant pour voir comment l'enfant peut changer et évoluer cette pensée et surtout surmonter le passé de quitter, comment dire, bon, c'est pas une qualité, mais le passé noir qu'il y a eu, non seulement des couleurs, sinon à cause de l'esclavage, à cause de la colonisation et tout ça, l'effacer et le montrer d'une autre façon, ce qui est à l'école, ils le font d'une manière blanche, c'est-à-dire parler d'histoire, c'est parler d'histoire à partir de la pensée blanc, en couleur, en termes de couleurs, et pas en termes de ceux qui l'ont vécu. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé très intéressant la participation de Conseil 100 pour dire qu'elle voulait, un personnage écrivaine, raconter son histoire et raconter ce qu'il avait à dire à partir d'une vraie histoire, c'est-à-dire à partir d'une vraie parole et pas une parole presque inventée et colonisée. Donc, ma question, c'était, considérez-vous que ce mouvement pour la pensée à partir d'un écrivain transmet le personnage d'une façon plus ou moins actuelle à ce qu'il a, la culture peut être encore et peut changer actuellement? Oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le récit d'enfance, c'est qu'il y a une distance très grande entre l'écrivain qui écrit, adulte, et l'enfant qui l'imagine,
qu'il était. Parce qu'en fait, quand je dis que ce négrillon, c'est lui et la négrillonne, c'est elle, l'écrivain, l'écrivaine, ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont inspirés de leur expérience vécue. Mais évidemment, on ne peut pas dire qu'ils ont effectivement vécu tout ce qui s'est passé dans les deux livres. Évidemment pas, parce qu'il y a une fictionnalisation du vécu. Quand on commence à écrire et à écrire de cette manière libre, qui est la forme du roman, évidemment, on s'inspire d'un vécu tout en le transposant, tout en le fictionnalisant, tout en le transformant. Donc, il y a une transfiguration de ce vécu. Ces adultes qui créent ces personnages enfants, c'est une manière de voir une expérience du passé, une expérience qui est donc dépassée, parce que ça a été passé, n'est-ce pas? C'est plus ou moins ce qu'ils imaginent qu'ils ont vécu. C'est une manière de réfléchir réfléchir sur cette question de l'éducation, sur cette place, hein, la place qu'ils occupent dans le monde, la place qu'ils occupent dans cette école qui est si aliénée. Et d'une certaine manière, nous, les lecteurs, nous pouvons voir aussi cette distance parce que quand on lit ces livres, on sait qu'on lit des écrivains qui sont consacrés, au moins plus ou moins consacrés, même si Chamoiseau est peut-être plus connu, il a publié peut-être plus de livres par une maison d'édition plus importante, Gallimard par exemple, mais Conceição aussi, elle est reconnue, elle a publié une dizaine de livres et elle a trouvé une certaine reconnaissance, même si tardivement. Hein, c'est tardif, mais elle a réussi. Donc, il y a tous ces différents plans de lecture, parce qu'il y a le plan d'un vécu déjà fictionnalisé, de ce négrillon, de cette négrillonne. Il y a, on peut, nous les lecteurs, nous pouvons penser à ce que l'éducation est devenue entre-temps, c'est-à-dire les transformations, c'est la question de l'autre étudiant, quel est l'écart entre l'éducation qui était donnée dans les années 50-60 et l'éducation aujourd'hui, donc 60 ans plus tard. Et on peut penser à ce que ces écrivains ont appris et ont résisté aussi dans le sens qu'ils ont produit une œuvre littéraire originale, tous les deux, une œuvre qui n'est pas colonisée dans ce sens, une œuvre qui n'est pas une pure imitation du roman bourgeois. Ce sont tous les deux, ils ont produit une œuvre originale parce qu'ils ont puisé dans les traditions populaires. Donc, des traditions populaires à laquelle ils appartenaient. Donc, c'est ça. Je crois qu'il y a plusieurs plans de lecture pour nous, enfin, quand on lit un récit d'enfance, parce que souvent, les écrivains utilisent la troisième personne parce que ce n'est pas possible d'utiliser le je pour parler d'un négrillon qui n'existe plus. Enfin, parce qu'il y a une distance énorme entre ce narrateur d'aujourd'hui et le négrillon qui a existé dans le passé, ou la négrillonne dans le cas de Conceição. Donc souvent, les écrivains utilisent la troisième personne dans les récits d'enfance. D'accord.
Et c'est aussi une façon de montrer comment les personnages ont pu, d'une certaine façon, évoluer en parlant. Maintenant, je vais à l'école, je suis à l'école, et en remettant en cause le passé de ses grands-parents, de ses oncles, comme dans une partie du livre, comme on l'a vu quand la maîtresse lui a demandé pardon, la raison de la petite Marie. Et c'était justement à cause de ça, parce qu'il pensait à l'histoire, mais à l'histoire de sa famille, à l'histoire de ses racines, et à l'histoire de ce qu'elle avait comme passé, et que n'était pas écrit. Donc, c'est un peu aussi cette relation entre la négrule et le personnage. Parce que, bon, si on à conseillant sa vie personnelle, elle nous transmet aussi un peu ça parce que bon, elle vient d'une famille qui a été expulsée des favelas, qui a été aussi, elle était une des premières à faire des études, à publier, à être reconnue aussi dans son temps qui était justement une reconnaissance. Et là, c'est super bien. Bon, j'ai bien aimé. Merci beaucoup. Merci. Et bon, merci beaucoup. Au revoir. Merci Eurydice, merci à tous les étudiants qui ont joué le jeu et qui ont, tu vois, beaucoup de questions à te poser, beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations, C'est des bien. intéressants, des pratiques intéressantes. Voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici. Alors, il restait une question qu'on n'a pas posée ici, mais on a vraiment le temps de le faire. Voilà, mais comme c'est riche, je pense qu'ensuite discuter à un autre moment. Donc, Eurydice, encore une fois, merci beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, cette belle présentation. Beaucoup. Et merci à tout le monde et merci au public d'avoir assisté. Et on se retrouve la semaine prochaine pour. Merci, Oli. À toi. Merci. Merci, Mireille. Merci, Rita, Pauline, tous les étudiants qui sont là, étudiantes, étudiants et merci étudiantes. Beaucoup, oui, alors je vous quitte. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.